Bien le bonjour, désolé pour le démarrage tardif. C'est nos collègues de talent qui se sont accaparés. Et c'est pas bien de dénoncer. Ok. Aujourd'hui, on va parler data catalogue et vision client 360. Je ne vous ferai pas un REX spécifique sur un client, mais plutôt un retour d'expérience sur plusieurs clients qu'on a implémentés et sur lesquels on a positionné un data catalogue qui aidait vraiment, comme vous le voyez sur l'écran, à amener la donnée aux gens d'un point de vue fonctionnel. Si certains d'entre vous ont participé à la session précédente, un thème récurrent était comment partager et valoriser la connaissance au niveau des métiers. Et c'est quelque chose que je vais vous faire transparaître dans cette présentation. Alors, je suis Laurent Drez, je suis évangéliste chez Data Galaxy. Évangéliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire capitaliser sur l'expérience que j'ai dans le métier de la data en tant que consultant et responsable du Professional Services chez Data Galaxy, et en fait éduquer le marché et les prospects et nos clients et nos partenaires sur c'est quoi la bonne démarche pour implémenter un data catalogue, et on y reviendra en fin de présentation. Data Galaxy, nous sommes une société lyonnaise, une start-up qui a été créée en 2015 par deux personnes du monde BI qui ne s'y retrouvaient pas dans leurs données et en fait ont décidé d'essayer de développer un applicatif pour cartographier les données dans leur projet BI au sein d'organisations. Et en fait, ils se sont dit pourquoi ne pas en faire un produit commercial et l'envoyer sur le marché. Et donc il y a à peu près 6 ans, on a démarré avec un employé zéro. Moi, j'ai rejoint Data Galaxy il y a 3 ans, on était à peu près une quinzaine, et aujourd'hui, on est plus de 55 employés, parce que le besoin de data catalogue est toujours très important au sein des organisations. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, on devait avoir à peu près une quinzaine de clients. Aujourd'hui, on a plus de 85 clients. Et si vous sentez le petit accent, je suis belge. Je ne suis pas breton, je ne suis pas suisse, je ne suis pas québécois, je suis belge. Donc, on est depuis 7 ans sur le marché. Ça, c'est juste pour contextualiser. Ensuite, la première démarche qu'on fait quand on accompagne nos clients, quel que soit le secteur, c'est de leur parler de la maturité data. Et en fait, pour moi, c'est une étape zéro dans votre initiative, c'est être lucide sur dans quel état de maturité vous vous trouvez. Et aborder en fait 2 axes principaux. Ce que vous voyez en horizontal, pour nous, c'est la nécessité pour nos clients d'identifier tout leur patrimoine technique et être très clair sur ce qu'ils vont ou pas implémenter dans le data catalogue. Et ensuite, l'axe vertical, c'est la maturité culturelle, c'est positionner l'humain au sein de l'initiative et au sein du data catalogue et leur permettre de capitaliser sur leur savoir, échanger et comprendre la donnée. Et en fait, c'est comprendre leur rôle et leurs responsabilités au sein de la chaîne de valeur de la donnée, mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Et en fait, pour ce faire, on partage avec nos clients cette vision de la matrice de maturité qui leur permet de se positionner sur l'axe médian et de comprendre vers où ils doivent aller. Et en fait, comme moi je suis belge, et en Belgique, je ne sais pas si vous le savez, mais on a la science infuse, et on sait exactement positionner tous nos clients sur cet axe en disant « vous êtes ici ». Et on se rend compte que les personnes qui entament des initiatives de gestion du changement, de transition digitale ou technologique ou de data centricité, en fait, ne sont pas vraiment dans l'archaïsme ou dans l'anarchie. Ils ont bien compris l'importance de la donnée. Ils ont probablement des fichiers Excel sur un SharePoint ou quelque chose sur un intranet, mais ils se disent maintenant on a besoin d'un outil collaboratif, un outil robuste qui va permettre de partager au plus grand nombre au sein de l'organisation. Et on commence à discuter sur ces implémentations. Et donc, en prévoyant santé, retraite, assurance, c'est assez large. Le data catalogue, il sera la clé de voûte de votre connaissance client et des besoins réglementaires. Pour la petite histoire, j'ai passé 1 an et demi chez Aegon aux Pays-Bas. Je ne sais pas si vous connaissez Aegon, mais c'est une société de fonds de pension. Et on a implémenté un data catalogue pour la connaissance de leurs besoins Solvency 2 et la documentation de tous les QRT, qu'on appelle ça les Quantitative Report Template, et la consolidation de toutes les sources de données. Et en fait, l'outil devient un support lors d'audits par les autorités externes pour montrer qu'ils sont bien en contrôle de leurs données, de leurs sources de données et de la signification des éléments qui se trouvent dans les rapports. J'ai, la semaine dernière, reçu par hasard une étude Dataversity
Et en fait, dans cette étude sur le data management, et je vous invite à aller la lire parce que c'est quand même criant de vérité, en 2022, encore plein de boîtes se posent la question qu'est-ce qu'on va faire avec nos données et qu'est-ce qu'on va implémenter comme stratégie de centricité sur la donnée. Ils ont toujours des sources de données très hétérogènes. Ils n'ont pas forcément une vision sur comment on va la partager au sein de l'organisation. L'approche self-service ou data visualisation, elle commence à émerger. Et beaucoup, en fait, font l'erreur de plonger directement dans le machine learning, l'AI, la data visualisation, mais sans comprendre exactement la signification de la donnée et la provenance de la donnée. Et en fait, quand on leur pose la question, et c'était une étude vers des CEO, des CDO, les raisons de mise en œuvre d'un programme de gestion de données, en fait, c'est obtenir des informations et comprendre les analyses de données et réduire les coûts ou en tout cas augmenter l'efficacité. Et comment un data catalogue vous permet d'augmenter votre efficacité? En fait, c'est en ne passant plus du temps à chercher le propriétaire de la donnée, le data steward, la source de la donnée et sa signification. En fait. Et tous ces petits morceaux mis au bout les uns des autres vont vous faire gagner en efficacité. Donc pourquoi un data catalogue dans le secteur de l'assurance, santé et prévoyance? Alors après, il n'y a pas de secret, hein, je vais vous nommer quelques clients. On travaille en étroite collaboration avec Swiss Life, avec Malakoff, Humanis, avec Alptis. Et donc, on a une certaine expertise et on voit en fait les thèmes récurrents au sein de ces entreprises. D'abord, je pense que j'ai un petit souci de présentation, excusez-moi. Hop. Voilà, pardon. Donc pourquoi ces clients, ces prospects viennent nous voir pour parler data catalogue? Parce qu'ils veulent un guichet unique, technique et fonctionnel. Je reprends les mots de ma collègue de Talent tout à l'heure. Il est fini le temps où vous implémentez un data catalogue uniquement pour les techniciens. Ils vont le faire vivre techniquement, ils vont documenter des sources, c'est très bien, et puis le catalogue va péricliter parce que les métiers ne vont pas comprendre l'importance et la valeur ajoutée du partage de l'information. Donc quand vous allez positionner cet outil, vous allez le positionner pour les techniques et surtout pour et par les métiers. Ensuite, on va arriver sur un langage commun. Moi, j'ai fait un audit dans une entreprise cliente avec le board management. Et on parlait, je pense, de date de démarrage d'un contrat d'assurance. Il y avait 15 personnes autour de la table, j'ai eu 15 définitions totalement différentes. Et elles étaient toutes bonnes. Mais ce n'est pas une définition unifiée entreprise. Et ça, c'est la finalité du data catalogue, en fait. Ensuite, le lignage de la donnée, la traçabilité, pour comprendre, en fait, que cette date de démarrage de contrat, il y en a qui vont penser qu'elle vient de Salesforce, il y en a qui vont penser qu'elle vient d'un data warehouse, il y en a qui vont penser qu'elle vient de Qlik ou de Tableau. Et en fait, c'est permettre aux utilisateurs d'interpréter les tableaux de bord et d'interpréter la source de la donnée. Enfin, tableau de bord, algorithme, tout ce que vous voulez. Ensuite, il y a la valorisation du savoir et la collaboration. Je pense que c'est un thème très récurrent chez nos clients de dire Jean, Jacques, Josiane, elle est partie à la retraite, elle avait la connaissance de ce processus opérationnel et de la donnée qui était liée, et aujourd'hui on a recommencé à zéro. Ou vous avez un bon vieux mainframe et le gars qui codait en COBOL, il est parti, il n'y a plus personne qui sait comment la machine fonctionne. Donc c'est permettre de valoriser le savoir des opérationnels et permettre de le partager sous une seule plateforme. En fait. Et là aussi, on va essayer d'éviter d'envoyer des emails ou de téléphoner, mais on va aller dans la plateforme, comprendre, analyser, et si seulement vous n'avez pas l'information, alors vous savez exactement qui contacter, et en plus vous le contactez via la plateforme qui va envoyer une notification dans Slack ou dans Jira ou dans Teams. Et ensuite, on a le support réglementaire, donc j'en parlais au début. Il y a du Solvency 2, il y a du BCBS 239, il y a, je veux dire, les autorités elles ont une foultitude de règlements, mais des règlements sur lesquels il faut amener des preuves, en fait.
Et en tant que société, moi je l'ai vu, ils ont souvent de la peine à réconcilier l'information et montrer qu'ils sont en contrôle de tous ces éléments de données quand ils fournissent les rapports aux autorités, à la Banque nationale ou à l'EIOPA, selon les réglementations. Donc c'est vraiment, et quand on parlait de clé de voûte sur le titre de la session, c'est vraiment ce chapeau qui va vous aider sur différents cas d'usage et sur différents scénarios dans votre entreprise. Alors, en termes de contexte, le pourquoi d'implémenter un data catalogue, et on prendra plus tard 2 exemples qui seront la vision 360 d'un client et la documentation d'un rapport Solvency, c'est que soit vos données, elles sont démultipliées dans l'entreprise. Je pense que ça va résonner chaque fois qu'il y a un membre du COMEX qui demande un nouveau rapport, on recrée un nouveau jeu de données et on lui crée son petit jeu rien que pour lui. Ou quand quelqu'un dans un département a besoin d'une information, en fait, on n'analyse pas les jeux de données qui sont existants, on recrée un jeu de données complet. Alors en termes de coût, vous augmentez votre infrastructure, vous augmentez le compute, vous augmentez le stockage. Alors que le data catalogue, il va vous permettre, si moi j'ai besoin de la date de naissance du conjoint de l'assuré, d'analyser le jeu de données dans lequel il est dispo ou voir s'il existe d'un point de vue technique et l'ajouter à un jeu de données. Et en fait, on évite cette duplication à l'infini. Ensuite, l'approche self-service est très tendance, où on remet les clés aux utilisateurs sur la définition, la gestion de leur reporting. On leur met des jeux de données à disposition, mais ça doit être gouverné. Et en fait, c'est ça le message sous-jacent. C'est on laisse de l'autonomie aux gens, mais on gouverne. En fait, c'est pour moi un petit peu la circulation en ville. Vous avez des feux rouges où vous avez des policiers qui laissent passer de l'information. Et c'est ça la gouvernance, parce que chacun ne pourra pas utiliser n'importe quel élément de données comme il veut. Et ensuite, la gouvernance est également, il existe un jeu de rapports entreprises qui sont la vérité, en fait. Et chacun pourra l'interpréter ou le dupliquer s'il le veut, mais quand il s'agit de parler de manière unifiée, c'est le seul groupement d'informations qui peut être partagé. Ensuite, les contraintes réglementaires, elles augmentent de manière exponentielle. Je pense que les autorités sont très, très créatives à ce niveau-là. Mais ça veut dire aussi que les sanctions qui sont liées à ces réglementations sont de plus en plus importantes. Si vous prenez du RGPD et que vous avez une faille de sécurité, ça peut aller très loin. Si vous ne gérez pas le droit à l'oubli ou le consentement, ça peut aller très loin financièrement. Donc il faut comprendre vos données, il faut comprendre où elles sont. Et si moi, Laurent, je décide de faire un opt-out d'un de vos sites web, ça doit être répercuté sur l'entièreté de la chaîne de la donnée, jusque dans le reporting éventuellement. Et vous allez devoir amener les preuves de ces actions. Et enfin, la connaissance client, ça devient un enjeu compétitif. Aujourd'hui, vous comme moi, on n'a plus de patience, on veut tous les produits tout de suite, et on veut généralement la bonne offre de produits qui nous arrive. Et en fait, pour bien segmenter vos offres, d'un point de vue marketing par exemple, il faut que vous soyez sûr de l'adresse email, de la composition des ménages, des produits qu'ils ont déjà, de son adresse email, je l'ai déjà dit, et de bien gérer vos campagnes, parce qu'il y a aussi l'aspect privé autour. Et donc, si vous n'avez pas cette vision et cette connaissance client, ou vous ratez votre coup, ou vous générez de la frustration parce que vous allez taper à côté. En fait. Et pour avoir cette connaissance globale, il faut un outil global qui vous montre vraiment tous les éléments de votre chaîne de la donnée. Donc, si on prend le bout inverse, quels sont les challenges qu'on voit chez nos clients du secteur? Donc, premièrement, c'est la réconciliation de la donnée. Beaucoup d'acteurs historiques tournent encore sur de gros systèmes mainframe et viennent positionner à côté des CRM de dernière génération, du Salesforce par exemple. Mais la donnée est quelquefois répliquée, donc il faut essayer de bien comprendre et de la réconcilier dans un data warehouse par exemple. Ensuite, il y a la compréhension de la donnée. Donc, que veut dire la colonne CL_BD_028 ?
peut pas, comprend pas, on parle pas le même langage. Mais Jean ou Josiane, elle le savait parce qu'elle était experte de ce truc hyper pointu. Donc on n'a pas pu valoriser sa connaissance. Ensuite, il y a l'enrichissement. C'est aussi, et on y reviendra à la fin parce que je vous partagerai des bonnes pratiques. Un data catalogue, c'est pas quelque chose qui est figé en fait. C'est quelque chose qui doit vivre et qui doit être enrichi. Vous allez démarrer avec un périmètre restreint, avec quelques informations, quelques attributs, et puis vous allez venir enrichir au fur et à mesure avec de la classification interne, avec de la classification RGPD, avec je sais pas moi, de la fraîcheur de la donnée, des aspects de data quality. Et donc, au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus un outil central au sein de l'organisation pour partager l'information sur la donnée. Ensuite, on va avoir la traçabilité. Pour moi, quand vous implémentez un data catalogue au sein de votre entreprise, le lignage de la donnée est en fait une des grosses valeurs ajoutées du data catalogue. Il y a évidemment la partie glossaire métier parce qu'on partage les informations et on a une vision unifiée, mais la traçabilité, elle va aider autant les techniques que les métiers, que les data scientists, que les développeurs de rapports. Donc c'est vraiment, je veux dire, un peu le point d'eau de la savane où on va pouvoir venir récupérer de l'information. Le partage, je vais être un petit peu péjoratif, mais dans beaucoup d'entreprises sur lesquelles on a installé un data catalogue, on a souvent face à nous une vieille garde qui ne veut pas partager l'information. Et il y a des jeux de pouvoir, il y a des royaumes qui se sont créés, et chacun connaît son périmètre et ne veut pas le partager avec l'autre. Et en fait, le data catalogue vient en support à cette ouverture et à ce partage au sein de l'organisation. Aujourd'hui, pour moi, l'implémentation d'un data catalogue, il n'y a rien à cacher. C'est de la métadonnée, vous avez des définitions, et ça va bénéficier à l'entièreté de l'entreprise, en fait. Et ensuite, dernier point sur les challenges, qui est en fait un peu le corollaire de la réconciliation de la donnée, c'est la rationalisation. On a eu un cas d'usage chez un de nos clients qui voulait rationaliser son monde BI. Ils avaient des milliers de rapports, parce que chaque fois que quelqu'un avait besoin, il créait un petit rapport. Ah ben, le data catalogue, il vous aide, en fait, alors, d'un point de vue humoristique, à soulever la carpette et avoir la crasse qui est en dessous de la carpette, ou vous montrer la partie immergée de l'iceberg en termes de reporting. Et vous êtes, en fait, avec un data catalogue et avec cette approche de rationalisation, vous êtes hyper factuel. Vous montrez à l'organisation qu'effectivement, vous avez 5000 rapports qui pourraient être rationalisés en 200, par exemple. Alors, ce n'est pas un exercice facile. C'est pas un exercice facile, parce que vous allez demander à chaque individu et il va dire bah oui, mais moi j'ai besoin de mon rapport, je suis habitué. Ben non, non. D'un point de vue entreprise, il faut des jeux de rapports unifiés qui contiennent l'information. Et après, en mode self-service, tu récupères uniquement l'information dont tu as besoin. En point de vue timing, je ne sais pas où on en est. C'est bon ? OK. Donc, par où vous allez commencer quand vous allez implémenter un data catalogue ? En fait, le cas d'usage. Si vous n'avez pas de cas d'usage, je vais être cru, vous allez aller droit dans le mur. Implémenter un data catalogue pour implémenter un data catalogue, vous allez commencer à le documenter, récupérer quelques fichiers Excel qui existent par-ci par-là, et puis dans un an, vous allez recommencer l'initiative. Donc, le cas d'usage, il vous permet quoi ? Il vous permet d'identifier les douleurs opérationnelles d'un département et d'y amener une résolution ou d'amener une valeur tangible à quelqu'un dans l'organisation. Parce que tout le temps que vous allez investir dans un data catalogue doit servir à quelqu'un. S'il ne sert pas, voilà, il n'y a personne qui va travailler autour, il ne va pas y avoir de collaboration, il ne va pas y avoir de partage. Et quand vous allez démarrer avec 1 ou 2 cas d'usage. Ça ne sert à rien d'essayer de vider l'océan à la petite cuillère, vous allez vous embourber, ça ne fonctionnera pas. Donc vous prenez quelques cas d'usage, vous rodez vos équipes projets, vos process, votre organisation, et ensuite vous passez à l'échelle. Après avoir identifié votre cas d'usage, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez scanner vos sources techniques. Alors, je prends évidemment l'exemple de Data Galaxy où on a une série de connecteurs qui vont aller directement récupérer la metadata dans vos sources.
Snowflake, Azure, AWS, S3, Oracle et tout ce que vous voulez. Et vous allez organiser votre inventaire technique de la donnée et automatiser. Ce qui veut dire que ce dictionnaire, automatiquement, il va être mis à jour. Il n'y aura plus d'intervention humaine. Ensuite, vous allez gérer le contenu de votre data catalogue, convertir cette partie technique en glossaire métier, en inventaire de rapports et commencer à amener la gouvernance. Et quand je parle de la gouvernance au démarrage, c'est qui est le propriétaire de la donnée, qui est le data steward de la donnée, quelle est sa définition et voire même quelle est sa classification, par exemple en termes de confidentialité en interne, public, interne, secret, et ainsi de suite. Okay. Et donc ça, c'est les premières strates de la gouvernance. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est partager. Ouvrir ce data catalogue à l'organisation, ou en tout cas à une partie de l'organisation. Aujourd'hui, je suis souvent confronté à des clients qui me disent « Oui, mais on va attendre d'avoir beaucoup de contenu dans le data catalogue avant de l'ouvrir à l'organisation. » Ben non, ce n'est pas pour moi la bonne approche. Parce qu'il faut être itératif, il faut être agile. Donc commencez petit, ouvrez-le, récupérez du feedback, adaptez-vous, et l'itération suivante, elle sera meilleure, et de fil en aiguille, vous allez apporter de plus en plus de valeur. Et ensuite, vous allez créer, et ça aussi c'est un leitmotiv chez Data Galaxy, la Data Knowledge Workplace. C'est-à-dire, c'est l'endroit où tous les acteurs de la data, ou pas, parce que ça peut être n'importe qui dans l'organisation, va venir chercher de l'information sur la donnée, l'interpréter, et voire même l'enrichir ou la corriger. Parce qu'il faut aussi laisser le pouvoir aux sachants de dire la définition de cet indicateur, elle est mauvaise. Et après, ça rentre dans un workflow de validation et de correction. Mais c'est ça qui va faire que la mayonnaise va prendre au sein de l'organisation. Donc, je vais vous montrer très rapidement, ça veut dire quoi un data catalogue autour de la détection de tentatives de fraude. Et puis après, on repassera à la présentation. Hop. Vous voyez mon écran Data Galaxy? Ouais. Okay. Alors, je ne vais pas vous faire une démo du produit. Hein. Si vous voulez une démo du produit, vous venez sur le stand qui est de l'autre côté et on en parlera. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on est dans un module de Data Galaxy. C'est un data catalogue ouvert à l'organisation. Donc, tout à chacun va pouvoir venir chercher de l'information. Et qu'est-ce que vous allez récupérer? J'ai effectivement un rapport Power BI qui me montre les détections de fraude à travers nos produits et lignes métiers. Je sais qui en est le propriétaire, je sais qui en est le data steward, je connais son statut. J'ai accès au rapport en lui-même si je veux. Je peux contextualiser le rapport, donc j'ai une image, une prévisualisation du rapport. Alors, ce n'est pas dynamique, hein, c'est une image, mais au moins, en tant qu'utilisateur, je sais que je suis sur le bon rapport. Et en fait, je vais pouvoir comprendre deux choses. Tous les termes métiers qui sont utilisés dans ce rapport. Ici, bon, je n'ai pas mis de source technique, mais on aurait pu également. Et en fait, avoir une traçabilité. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une traçabilité fonctionnelle du rapport, c'est-à-dire que mon rapport de détection de fraude, il est composé de tous ces éléments métiers. Et si je veux comprendre c'est quoi un ayant droit, je clique, hop, et j'ai la définition de mon ayant droit. Donc je peux contextualiser en quelques clics toutes les informations. Et si je refais la même chose sur un rapport Solvency 2, et là on va avoir du lignage technique et fonctionnel. Qu'est-ce que je vois? Je vois en fait que mon rapport Solvency 2, il vient d'une plateforme de consolidation de tous les inputs qui s'appelle Tagetic, qui elle-même va chercher de l'information à travers des flux dans ma région nord, dans ma région sud, dans ma région est. Et cette région sud et est, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elles-mêmes, elles vont chercher des informations dans du transactionnel. Et donc, ça permet aux différents acteurs dans l'entreprise de contextualiser les rapports, de comprendre fonctionnellement ce que c'est,
et de comprendre techniquement d'où ils viennent, comment la donnée est transformée. Est-ce que la région nord, c'est une connexion directe à une base Oracle, ou est-ce que c'est une extraction en fichier plat qui est envoyée? Donc on comprend les sources de données. Alors je ne suis pas rentré dans le détail ici, mais on peut aussi comprendre les mappings et les transformations. Donc vous avez cette vision globale de votre chaîne de la valeur de la donnée. Alors, en termes de bonnes pratiques, ma collègue de talent en a partagé aussi, mais on va tourner à peu près autour de la même chose. Mais ce qui est important, c'est, encore une fois, l'approche cas d'usage. Identifiez vos cas d'usage, identifiez une réserve de cas d'usage que vous allez implémenter dans votre data catalogue. Ensuite, analysez bien les périmètres de ces cas d'usage. Moi, je l'ai fait, on l'a mal fait avec un client sur un cas d'usage pharma. On avait prévu de rapatrier, je pense, 5 ou 6 bases. Et en fait, derrière, on avait une quinzaine de bases. Donc, en termes de projet, en termes de livrables, on a impacté le temps et l'énergie qu'on a dû dépenser. Donc, il est important d'analyser le périmètre du cas d'usage, autant techniquement que fonctionnellement. Ensuite, on revient sur la bonne pratique. Le lignage, ça doit être un livrable de votre projet. Sans lignage, on ne va pas atteindre énormément de valeur. On va atteindre une partie de la valeur dans le glossaire, mais on ne va pas atteindre une partie globale, je veux dire. Ensuite, la data governance by design, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où mes clients ont d'abord théoriquement, alors j'en veux pas à CGI, j'en veux pas à Talent, moi j'ai fait partie de Bearing Point et Cognizant, je suis allé chez beaucoup de clients où on a défini des frameworks, des organisations, mais on reste très souvent sur du théorique. En fait. Il est difficile avec le client de convertir cette théorie en pratique. C'est très difficile parce qu'il se retrouve très vite devant un annuaire d'actions à prendre et ils sont un peu perdus. Et quand moi je parle de data governance by design, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous ne tracassez pas votre structure data governance tout de suite, vous n'en avez pas besoin demain. Mais par contre, implémenter un cas d'usage, implémenter un data catalogue pendant 2-3 mois, et ensuite, au sortir de ces 3 mois, vous avez des faits. Vous savez exactement ce que ça veut dire de gérer un data catalogue. Vous savez les profils dont vous avez besoin. Vous savez le temps que ça va prendre. Vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Et à partir de ce moment-là, réfléchissez à votre organisation data governance, à vos rôles, à vos responsabilités et à l'organisation que vous voulez mettre en place. Et en fait, quand vous allez aller voir les gens, vous allez dire, ben oui, on l'a testé pendant 3 mois et on a conclu qu'il fallait ça, 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 ça et ça. Ensuite, encore une fois, partager rapidement. Il faut ouvrir la solution aux utilisateurs. Le sponsorship est primordial. Si vous n'avez pas un sponsorship au niveau managérial COMEX, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner parce que vous n'allez pas pouvoir expliquer une vision de la data au sein de votre organisation, une roadmap qui ne sera pas vraiment connue, et en plus, vous n'avez pas le mandat officiel, les ressources et les budgets pour exécuter. Donc, il est important de récupérer ce sponsorship au niveau COMEX. Ensuite, soyez pragmatique. Il ne faut pas inventer des usines à gaz. Il ne faut pas inventer des workflows complexes. Soyez simple, en fait. Soyez simple et faites confiance aux gens. C'est l'humain qui va être le succès de votre initiative. Ce n'est pas la technique, ce n'est pas la machine, ce n'est pas les sources de données. C'est l'humain. Parce que l'humain, il a la connaissance et il a cette affinité au niveau de la donnée. Donc si vous n'avez pas une bonne gestion du changement, si vous ne valorisez pas la connaissance, vous allez aller malheureusement droit dans le mur. Alors, je vous laisse vous imprégner de quelques-uns de nos clients. Et on a 6 minutes pour répondre à des questions, si vous en avez. Bah, mettez-vous debout et criez.
Alors, la mise en place la mise en place, pardon, d'un linéage fonctionnel, en fait, il est humain. Il est humain. Donc, on a... Alors, je vous passerai les détails, mais je reprends le rapport quand je vous ai montré tout à l'heure. En fait, dans la plateforme, on va pouvoir déclarer que ce rapport utilise tel et tel et tel terme métier. Et de cette création de relations, le système génère automatiquement le linéage fonctionnel. Okay. Mais du coup, ça veut dire que le lignage fonctionnel va intéresser certains types d'utilisateurs et le lignage technique va intéresser d'autres types d'utilisateurs. Est-ce qu'on peut dire ça ? Tout à fait. On a différentes populations avec différents intérêts. Aujourd'hui, on montre tout. Et demain, quand je dis demain, c'est d'ici quelques mois, on va avoir une approche différente où on va pouvoir filtrer. Je suis fonctionnel, je ne veux voir que du fonctionnel. Je suis technique, je veux voir que du technique. Ou je veux voir les deux parce que les deux m'intéressent. Par contre, ce qui est important dans la démarche de linéage fonctionnel et la vision Data Galaxy, c'est, alors c'est pas péjoratif, c'est l'approche du moindre effort. On va documenter une seule fois les termes métiers et les contextualiser avec N rapports, en fait, pour éviter de dupliquer, basé sur chaque rapport, les termes métiers. Je ne sais pas moi, segmentation client, par exemple. On ne va pas la documenter 150 fois. La segmentation client, elle est connue, une fois ou peut-être deux fois, parce qu'elle est différente dans le marketing que dans la vente. Mais on va la documenter un minimum de fois, et puis on va la mettre en relation avec sa consommation ou son exposition dans le monde BI, dans les algorithmes ou ainsi de suite. Donc cette relation, c'est elle qui va générer automatiquement ce linéage fonctionnel dans la plateforme. Ce qui veut dire que, encore une fois, hein, l'implémentation d'un data catalogue, alors je ne vais pas dire que ça se fait dans le sang et dans les larmes, mais il n'y a pas aujourd'hui sur le marché un outil magique qui, en un clic, va tout vous faire. Si dans votre organisation, vous n'avez pas documenté votre patrimoine technique ou fonctionnel pendant des années, il n'y a aucun outil qui le fera à votre place. Donc il y a un travail de rétro-engineering, il y a un travail de rétro-documentation, il y a un travail aussi opportunistique sur je migre une plateforme vers une autre plateforme, je vais la documenter dans le data catalogue. Je vais implémenter un nouvel outil, je vais le documenter dans le data catalogue. Et c'est ça que je parlais en termes d'approche itérative et de cas d'usage. Toutes ces actions ou tous ces projets dans l'entreprise se retrouvent documentés dans le data catalogue au fur et à mesure du temps. Et peut-être que dans 2 ou 3 ans, vous allez avoir un data catalogue plus ou moins exhaustif, sachant que vous n'aurez jamais 100% de votre patrimoine dans un data catalogue. Oui ? Alors, on n'a pas forcément un module sur la gestion des risques. On a une possibilité d'analyse d'impact, en fait. Donc, on parle de... Hop, je reprends celui-là. Quand on parle d'analyse d'impact, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous positionner à n'importe quel niveau de la chaîne de la donnée et de dire, par exemple, si moi, demain... Hop, je modifie mon champ, alors je n'ai pas mes lunettes, mon champ IRSE court dans une table ou dans un fichier dans ma région nord, quel est l'impact sur toute la chaîne de valeur de la donnée jusqu'au reporting qu'il expose. Et donc pour nous, on supporte cette analyse d'impact via le linéage, en fait. Mais il faut savoir que nous, on a pris l'approche de uniquement documenter de la métadonnée. Donc, on ne lit jamais la donnée. Okay, donc, on ne pourra pas dériver l'information, ainsi de suite. Mais on peut supporter l'analyse d'impact. On pourra aller dans le sujet plus loin, si vous voulez, sur le stand. Mais vous vous positionnez sur n'importe quel élément de la donnée. Et en fait, vous regardez chaque fois à droite et à gauche. Vous voyez d'où il vient, vous voyez où il va. Et vous allez pouvoir comprendre quel va être l'impact si demain, vous changez cette colonne, le format de la colonne, ou si vous la supprimez, en fait. Voilà. Avez-vous d'autres questions ? Non ? J'ai rattrapé le temps de ma collègue, donc
Voilà. OK, donc voilà, merci beaucoup.